Bonjour à tous et bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ce jeu qui s'appelle donc The Call of the Morrigan Oracle de Stephanie Woodfield, Karen Storminger et illustré par Naomi Cornock. Ce jeu, ça fait très longtemps que je l'attends, ça fait au moins 2 ans que je sais que Naomi Cornock est sur le coup d'un oracle sur la Morrigan avec Stephanie Woodfield. Et donc, j'avais très envie de le découvrir parce que, forcément, pour ceux qui ne passeraient par là sans connaître mon travail, donc je suis sur une voie mauriganienne depuis des années et donc forcément sur une voie irlandaise aussi. Et donc forcément, ce jeu, il m'intéresse tout particulièrement par rapport à mon cheminement et par rapport à mon travail. Donc, je vais commencer cette vidéo par vous présenter ce jeu, vous parler de sa structure, vous dire un petit peu comment il est construit. Et puis ensuite, j'ai envie quand même de vous faire une comparaison avec l'oracle de Morpheus Ravenna et de Anna Storyteller, donc celui-ci, qui est mon classique depuis des années. Ça fait des années que je l'ai celui-ci, et des années qu'il fait partie de mon quotidien, puisque c'est mon oracle, je pense, le plus utilisé. Donc, je vous ferai un petit comparatif entre les deux et je vous expliquerai un petit peu ce que je pense des deux oracles et de comment finalement ils peuvent répondre à des besoins qui sont selon moi différents. Donc ce jeu, il comporte 45 cartes et un guidebook. Donc la boîte, elle est assez massive, hein, vous voyez par rapport à ma main. Alors à titre personnel, j'avoue que ça me saoule un petit peu parce que vous voyez, la boîte, elle est très grande. Pour au final juste des cartes et un livret, il n'y a pas de pochon non plus dedans. Et même si elle est très belle, je trouve qu'elle est surtout très encombrante. Donc bon, j'aurais aimé un format un petit peu plus compact. Je vais commencer par vous présenter donc le guidebook, qui est donc écrit par Stephanie Woodfield. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Stephanie Woodfield, elle a écrit un livre qui est un livre vert. Alors j'ai oublié le nom de son ouvrage. Impossible de remettre la main dessus dans ma bibliothèque, mais c'est un livre vert. Je crois que c'est Spiritual Path of the Dark Goddess, enfin quelque chose comme ça, qui avait fait beaucoup couler d'encre à l'époque. Donc c'est un ouvrage qui, je pense, a 10-15 ans, peut-être un petit peu moins, peut-être 10 ans. Et donc c'est un ouvrage qui avait fait couler beaucoup d'encre parce que il était quand même très wiccan dans l'approche et très wicca pas traditionnel, enfin avec une approche très néo-païenne, une approche très sorcière et pas du tout ancrée dans la tradition irlandaise, même si franchement à l'époque on avait quand même très peu de ressources qui allaient étudier le lore et les mythes, et le livre de Stephanie Woodfield, même s'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément valables, c'était quand même un ouvrage qui était une ressource pour beaucoup. C'était une ressource aussi très pratique avec beaucoup de rituels proposés à l'intérieur. Mais il y avait quand même cette approche très sorcière avec les correspondances, etc., une vision très archétypale, et qui n'était pas toujours non plus respectueuse de la culture source. Stephanie Woodfield, depuis, a évidemment fait une espèce de mea culpa hein, vis-à-vis de certains passages de cet ouvrage, en expliquant bien que aussi, voilà, c'est son cheminement et qu'elle a appris depuis. Et puis elle a sorti d'autres ouvrages que je n'ai pas achetés personnellement, parce que, alors déjà, il y avait un premier ouvrage sur la prêtrise mauriganienne, et puis ensuite un deuxième ouvrage de prière, qu'elle avait d'ailleurs coécrit avec Karen Storminger. Et je les ai pas achetés parce que, en réalité, donc, j'ai un autre ouvrage qui est celui de Morpheus Ravenna, donc la créatrice de cet oracle-là, qui pour moi en fait se suffit à lui-même et comporte tout ce qu'on a envie de savoir sur la Morrigan. C'est donc The Book of the Great Queen de Morpheus Ravenna, et puis elle a sorti aussi derrière The Magic of the Other World, Wellspring of Celtic Tradition, je crois que c'est ça le titre, qui est aussi extrêmement bon. Donc voilà, pour moi en fait, l'approche de Stephanie Woodfield, elle me convient pas tout à fait parce que il y a un côté quand même très néopaganisme, sorcière moderne, saupoudré quand même
de références culturelles. Et c'est vrai que moi, de mon côté, j'ai quand même une approche assez traditionnelle. Donc, bien que je reconnaisse absolument l'investissement communautaire de Stephanie Woodfield à l'échelle mauriganienne, son approche et sa vision des choses n'est pas forcément celle que moi je partage. Donc voilà, vous connaissez un petit peu mon biais sur ce sujet, mais malgré tout, je pense elle a beaucoup travaillé ces dernières années pour atteindre une espèce de rigueur quand même dans ses connaissances, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Et donc elle travaille surtout avec Naomi Cornuck, qui est une artiste que j'aime beaucoup. Donc voilà, après ce petit blabla, je vais vous montrer un petit peu donc cet ouvrage. Alors, c'est un ouvrage en noir et blanc qui est sous format carré, donc moi ça me gêne pas, j'aime assez. Et donc c'est publié chez Llewellyn. Et voilà, donc c'est ça, c'est Celtic Lore and Spellcraft of the Dark Goddess. Donc ça c'est son premier ouvrage, Dark Goddess Craft et Priestess of the Morrigan. Donc voilà, elle est quand même dans une approche qui est assez archétypale de Dark Goddess, etc. Ce qui, voilà, c'est pas mon approche à moi, mais derrière, vous voyez, elle a quand même fait beaucoup de choses aux États-Unis. Hein, elle a fondé des groupes. Je sais qu'elle est très active, elle fait beaucoup de retraites. Enfin, voilà, et c'est quelqu'un qui a à cœur quand même d'avoir cette démarche communautaire de rassemblement, là où d'autres producteurs de contenu mauriganien ne seront pas forcément avec cette délicatesse-là. Je pense notamment à l'Irish Pagan School, hein, pour ne pas les citer, où voilà, pour moi, communautairement, il y a des choses qui ne vont pas. Mais bon, peu importe. Ensuite, on a Karen Storminger, qui voilà, est une polythéiste et qui a voilà, une approche éclectique, hein, on nous le dit, avec des pratiques de guérison, la Morrigan et Kat Brigid Caléar. Donc vous voyez, bon, elle est aussi impliquée dans la Wicca. Donc pour moi, on est quand même dans une pratique qui, à mon sens, et voilà, et un peu infusé hein, dans cette démarche. Voilà, il va y avoir une approche un peu sorcière comme ça, un peu wiccan, wicca éclectique, etc. Et donc Naomi Cornuck, qui elle est anglaise, et donc c'est une artiste païenne qui a des pratiques païennes et qui, voilà, son art est une extension de ses croyances païennes et animistes. Voilà, connexion à la nature et aux ancêtres, et c'est aussi la créatrice du Old Ways Oracle, que j'ai aussi, que j'aime bien, même si je l'utilise pas assez souvent à mon goût, mais bon voilà. Alors, donc c'est un oracle à structure, donc moi ça j'aime bien. Étant créatrice d'oracle moi-même, c'est quelque chose que je regarde beaucoup. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas mon travail d'écriture, je suis l'autrice de l'oracle Nox Lux. J'ai aussi coécrit le livret du Magic and Mediums, et je suis aussi l'autrice de l'oracle du Beau Peuple. Tous ces oracles sont aux éditions Arcana Sacra. Et la question de la structure, c'est quelque chose qui est hyper importante pour moi. Et donc, on a une structure dans cet oracle. Alors, ça commence quand même par une introduction qui est pour moi en fait une espèce de méditation guidée ou de rêverie inspirée qui va vous faire rencontrer en fait différentes formes morriganiennes. Et l'intention de l'oracle nous est donnée ici. L'objectif n'est pas uniquement de faire un outil divinatoire, mais aussi de faire un outil qui permet d'approfondir la connexion personnelle à la morrigane. Et c'est d'en faire aussi un outil de rituel, de sorcellerie et de pratique dévotionnelle. Et donc voilà, moi ça c'est pareil, c'est des approches multiformes que j'aime assez dans les oracles. Donc pour ceux qui ont le Nox Lux et qui le connaissent, il y a cette approche-là aussi dans le Nox Lux. Et donc c'est vrai que il y a une structure que je trouve assez intéressante. Donc la première famille, ça va être la famille des nombreux visages de la Morrigan. Ensuite, vous allez avoir donc les guides de l'autre monde, qui sont soit des dieux, des demi-dieux, des héros ou des trésors magiques. Donc il y a notamment les trésors, les 4 artefacts des Tuatha Dé Danann. On va aussi avoir donc les esprits de la terre ou du terroir, du territoire, puisque donc voilà, c'est assez ancré quand même malgré tout dans la géographie de l'Irlande. Ensuite, on va avoir des cartes qui vont nous parler des mondes extérieurs, et enfin des cartes qui vont nous parler des mondes intérieurs. Donc il y a quand même cette approche un peu archétypale, un peu développement perso à l'intérieur de cet oracle.
qui est pas mal fait franchement, même si moi je vais pas l'utiliser comme ça, mais en tout cas voilà, c'est pas mal fait. Ensuite, using the cards, donc là on vous explique comment les utiliser, hein. Et donc on vous donne des détails, on vous explique, bon voilà, ça c'est des choses que très honnêtement j'ai pas tendance à lire parce que voilà, j'ai des pratiques oraculaires qui sont quand même bien installées. Ensuite il y a quand même des choses intéressantes aussi au niveau de l'ogam, on vous parle un petit peu de l'ogam. Et voilà, on vous propose un petit rituel pour attunement, pour se synchroniser en fait à l'oracle. Et ensuite, les cartes. Alors, je vais pas vous montrer tout, mais je vais vous montrer comment c'est construit en général. Donc, de façon générale, vous allez avoir donc la description qui vient chercher un peu dans les mythes. Donc, on vient vous parler des apparitions mythologiques, on vient vous parler aussi du symbolisme, de qui sont ces visages ou bien de quels sont ces aspects. Ensuite, vous avez une partie divination qui pour moi en fait est plutôt de l'introspection la plupart du temps, plutôt de l'introspection ou du travail personnel. Et puis ensuite vous avez une proposition sorcière, donc de rituels. J'ai pas regardé tous les rituels, mais j'aime bien le travail poétique qui est fait la plupart du temps. Alors, donc on va retrouver ça pour toutes les cartes, et je vous parlerai quand on fera du carte à carte, mais par exemple, vous voyez, moi cette vision de Maca, c'est pas la mienne. Pour moi, c'est un fragment de ce que je perçois de Maca. Et voilà, il y a des choses comme ça qui correspondent pas tout à fait à mon vécu, à mon expérience. Et je pense que c'est pour ça que je lui préfère encore le Morpheus Ravenna. Donc voilà, alors dans ces visages de la Morrigan, vous allez revoir bien sûr les associations directes à la Morrigan, c'est-à-dire par exemple Maca et Baif qui sont directement associés à la Morrigan comme étant ses sœurs, mais vous allez aussi avoir des personnages mythiques plus mystérieux qui sont associés à la Morrigan de façon un petit peu détournée, mais qui le sont quand même. Donc on a par exemple la laveuse du guet. Vous allez avoir aussi ce que moi j'appelle les satellites en fait de la Morrigan, c'est-à-dire des entités qui sont associées de près ou de loin à elle, mais pas directement comme étant soit des sœurs ou autre chose. Donc là par exemple on a Nieven qui va être présente, vous allez aussi avoir Phi. Vous allez avoir la shapeshifter, voilà, Phi. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis des petits commentaires. Pour moi, cette carte, par exemple, elle est très UPG infused, donc elle est très teintée par l'UPG des autrices. Et c'est un petit peu la chose que je reproche au travail de Stephanie Woodfield et qui pour moi est encore présent dans cet ouvrage, c'est que le matériel mythologique se mélange aux interprétations personnelles et aux compréhensions personnelles, ce qui fait qu'il n'y a pas forcément une grande clarté de lecture. Pour autant, moi je suis assez d'accord avec l'UPG qu'elle fait par exemple de Phi, mais je trouve qu'elle est présentée finalement comme un personnage central de l'étude morriganienne alors qu'en réalité elle est assez mineure. Et vous voyez par exemple on a une carte pour Phi, mais je déplore qu'on n'ait pas par exemple de carte généraliste pour la Morrigan. On n'a pas de carte de la Morrigan. Et ça par exemple c'est quelque chose qui m'ennuie un petit peu. J'aurais bien aimé une carte la Morrigan généraliste ou une carte Namorinia. Et donc vous allez retrouver ça pour toutes les familles, hein, voilà, c'est toujours la même structure, des mots-clés, une explication mythologique assez synthétique, une signification divinatoire, et puis ensuite un sort ou un charme. Et donc vous voyez, c'est quand même assez conséquent. Vous allez ensuite avoir donc des tirages qui sont pas mal. Moi je les aime bien. Je sais pas si je les ferai, mais enfin je les trouve intéressants et assez pertinents par rapport au thème de l'oracle. Et ensuite, voilà, on vous explique aussi d'autres rituels possibles. Vous avez ensuite un guide de prononciation. Je ne suis pas d'accord avec toutes les prononciations qui sont données dans ce guide. Par exemple, Beth, en fait, moi j'ai entendu des Irlandais prononcer le TH, et là on dit Beth. Bon, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Mais voilà, l'irlandais, de toute façon, il n'y a pas de canon en termes de prononciation, puisqu'il y a plein de prononciations différentes selon là où vous allez en Irlande. L'irlandais de Dublin ne sera pas le même que celui du Munster, par exemple. Et qui plus est, après, il y a aussi l'irlandais moderne et l'irlandais ancien qui ne se prononcent pas de la même façon. Donc, bon, c'est quand même compliqué cette histoire. Malgré tout, la plupart des prononciations sont correctes.
Et ensuite, vous avez donc des lectures suggérées. Donc, on retrouve évidemment les Daimler, hein, voilà, les Daimler, c'est des grands classiques. Il y a aussi un Miranda Green qui est aussi un classique. Les Erin Rowan Laurie, pareil, grand classique. Marion McGarry aussi, qui est très bien. Neil McCoy aussi, voilà, il fait des livres intéressants. Daiichi Hogan aussi. Et puis ensuite, voilà, elle met ses propres ouvrages dans les lectures conseillées, donc Stéphanie Woodfield. Ensuite, vous avez des ressources en ligne et puis enfin, vous avez une bibliographie. Alors, les grands absents de cette bibliographie, c'est quand même les ouvrages de Morpheus Ravenna, si vous voulez mon avis, parce que, voilà, je trouve ça difficile aujourd'hui de faire un ouvrage sur la Morrigan sans les inclure, tant son travail a marqué quand même la recherche morriganienne à l'échelle communautaire, mais on a accès ici, je trouve, à une petite bisbille hein, entre morriganiens, et ça se voit un petit peu dans les bibliographies. Pareil, il y a un silence de plomb un peu sur le travail de la Irish Pagan School. Alors je sais que voilà, au niveau de l'Irish Pagan School, ils n'ont pas toujours été très tendres avec Stéphanie Woodfield et que certains comportements, moi, m'ont mise mal à l'aise vis-à-vis de son travail. Malgré tout, je trouve que c'est dommage de ne pas citer des ressources qui sont malgré tout importantes. Voilà, les ouvrages de Morpheus Ravenna, c'est quand même difficile aujourd'hui de ne pas les citer, de par leur qualité, de par l'apport qu'ils ont constitué à l'échelle morriganienne. Voilà ce que je pouvais vous dire, mais après, évidemment, il y a les Daimler, il y a Erin Rowan Laurie, donc toutes ces ressources sont de grande qualité, bien sûr. Alors, ensuite, on va aller sur les cartes. Alors, les cartes, donc, du coup, je les ai remises dans l'ordre. Hop, je vais peut-être zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien les voir, voilà. Alors, donc, ces cartes, comme je vous l'ai dit, elles concernent en fait les différentes familles. Et donc, on commence par les visages de la Morrigan. Donc, la première chose que je peux vous dire, c'est que, au niveau des représentations, moi, c'est pas vraiment les représentations qui sont en accord avec la façon dont je vois la Grande Reine. Alors, il y a des représentations qui sont très clairement en lien avec ma propre PG, mais voilà, il y a des représentations où je suis moins d'accord. Par exemple, cette baille, je la trouve très lumineuse au final avec ce jaune-là. Alors je vous dézoome un peu parce que j'ai l'impression que la qualité n'est pas terrible. Donc je trouve qu'elle est très, très lumineuse en fait, cette baille. Il y a une espèce d'immense soleil ou de lune derrière. Son visage est très très blanc, bon ça pourquoi pas. Le rouge, enfin moi, personnellement quand je me connecte à Bive, c'est toujours très noir, gris, désaturé, très peu de couleurs et rarement du rouge. Sauf dans le cadre de travaux très particuliers avec du feu par exemple. Pour autant, la présence de l'ogame me parle beaucoup. J'aime énormément l'utilisation de l'ogame dans ce jeu et surtout il y a une utilisation de l'ogame qui est assez correcte par rapport au bain culturel. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Mais voilà, c'est pas forcément comme ça que moi je vois Bive. Idem pour Maka. En fait, si vous me demandez, Maka, moi je la vois vraiment pas comme ça. Ou alors ça va être vraiment une facette de Maka que je vais voir comme ça. Mais pour moi, Maka, elle a quelque chose de très souverain. Et ici, on a un visage qui est très guerrier. Et ça, c'est un peu le commentaire que je ferai sur ce jeu. C'est que pour moi, il y a vraiment une vision de la Morrigan qui est extrêmement orientée sur la furie guerrière. Au niveau de l'imagerie, tout du moins. Et sans nier cette part-là de la Morrigan, je trouve que c'est assez réducteur de qui elle est. Et je produis beaucoup de contenu en ce sens depuis des années, en expliquant que selon moi, cette furie guerrière est certes un de ses visages, mais ça n'est pas l'entièreté de qui elle est. Et c'est important aussi de réhabiliter d'autres visages. Ensuite, on a Anu. Donc, pour ce visage, c'est pareil, c'est un petit peu surprenant. Par exemple, vous voyez, on a des runes sur ce crâne-là. Donc les runes, je sais que Naomi Cornock aime énormément utiliser les runes. Bon, je vais pas dire que ça me dérange, parce que dans le fond, ça me dérange pas qu'il y ait des runes, mais je trouve que ça, en fait, ça vient donner une sensation d'ancestralité pour l'ancestralité. Et c'est quelque chose qui peut avoir tendance, moi, personnellement,
je vais encore une fois pas à me déranger, mais bon, voilà, je trouve qu'on aurait pu mettre de l'eau gamme par exemple, même si elle en a déjà beaucoup. Ensuite, pour la représentation de Onyu, moi j'aime bien cette représentation. Elle me plaît bien par rapport à comment moi je la vois, sachant que je ne l'ai pas beaucoup vue dans mon cheminement. Elle a été très discrète et c'est pas vraiment un visage avec lequel je relationne beaucoup. Mais j'aime assez cette représentation très fairy finalement. Euh, Elle est un petit peu au-dessus d'un chi, au-dessus d'une colline. Ça, c'est des choses qui me parlent bien. Ensuite, donc, la laveuse du guet ou la lavandière du guet, j'aime beaucoup cette représentation pour le coup. Ça me parle beaucoup. Avec cet aspect de shape-shifting là en corneille ou en corbeau, le sang qui coule dans la rivière, cette ligne rouge qui moi me parle beaucoup dans mon UPG. Vous voyez par exemple, moi ça je... Bon, au-delà du motif, si on avait juste ça, ça me parlerait plus de Bive, par exemple, vous voyez. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette représentation, elle me plaît bien. Ensuite, on a Nieven. Pour moi, ici, c'est plus Bive, en fait. Mais bon, encore une fois, c'est mon vécu, ma façon de l'envisager. Et si je reprends Bive, je crois qu'en fait, j'aurais fait l'inverse. Si vous voulez mon avis, j'aurais mis Nieven ici et j'aurais mis Bive ici. Pourquoi? Parce que justement, Bive elle est associée à la furie guerrière dans le lore, et Nieven elle est associée au feu du ciel. De façon, on va dire, complexe, on peut travailler sur son étymologie et on tombe un peu sur l'idée du feu du ciel et l'idée de sanctuaire. Et pour moi, Nieven, là, elle a cette posture qui est qui est plus souveraine. Et donc, ouais, il y a quelque chose qui me parle plus pour Nieven dans cette représentation-là et Bive dans celle-là. Donc moi, j'aurais fait une inversion, en fait, entre les deux cartes. Parce que, encore une fois, Nieven, même si il y a un mythe autour de la furie, elle n'est pas non plus que ça dans les mythes. La shapeshifter, donc avec toutes les représentations animales, pourquoi pas. Sorceress, donc ça c'est l'un des titres qui lui est donné dans la bataille de Moytura. Donc on a la représentation de la pluie, des éléments, la pluie de feu et la pluie de sang. J'aime assez. J'aime beaucoup cette représentation qui me parle bien. Pour moi, fille, la façon dont dont je l'ai vue, elle était très 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 blanche, très très pâle. Mais j'aime bien cette représentation quand même. Celle-ci, elle est vraiment sympa. J'aurais bien aimé en fait qu'au lieu de Lady of Sovereignty, ce soit juste la Morrigan. Mais j'aime beaucoup cette représentation avec la boisson qui est proposée, avec l'hydromel. Ensuite, donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc on a Coucouline. C'est un long débat de est-ce qu'il faut l'inclure ou pas dans les jeux morriganiens. Je pense que oui, et j'aime bien ce qui est fait avec lui dans le livret, dans le sens où voilà, il n'est pas présenté comme un héros incroyable, digne d'admiration. Dans une perspective morriganienne, c'est quand même difficile d'aller sur ce discours-là. Donc bon, pourquoi pas, j'aime bien cette représentation. J'adore cette représentation de Madame MacLear, même si j'avoue que la coiffure est un petit peu particulière, mais pourquoi pas. Mais j'aime bien cette idée de mer agitée, de crâne, de chevaux. C'est quelque chose qui me parle bien. Liafal, donc vraiment la pierre de souveraineté ici. J'aime bien, posture de yogi, un petit peu à la Carnunos, et puis le torque. Donc voilà, Sword of Nuada, donc l'épée de Nuada avec cette espèce de shapeshifter corbeau là qui peut évoquer Bive. Je vais un petit peu plus vite, le chaudron du Dagda, la lance de loup, donc là on est sur les artefacts des Tuatha Dé Danann. Audras, j'aime bien aussi cette représentation. Alors j'aurais pas représenté la Morrigan comme ça particulièrement, mais pourquoi pas, ça ne me déplaît pas. Goivnu, j'adore, qui est une représentation de Micha, qui est donc le fils de la Morrigan. Et à titre personnel, j'ai pas mal d'exploration sur lui en ce moment. Et j'adore qu'il y ait cette carte. Et j'aime beaucoup sa représentation.
Paps of Anu, donc qui sont les collines d'Anu. Très jolies. Donc voilà, là on est sur des lieux qui sont en lien avec la Morrigan. Donc par exemple ici on a Wenagach, donc la grotte au chat qui est le chi de la Morrigan. On a la rivière Ushin aussi qui est le lieu où elle s'unit avec le Dagda à Sowin. Là c'est bizarre, c'est pas un lieu, c'est le Green Maca qui est en fait le cheval de Cuchulainn. Mais j'aime bien cette représentation. Je suis contente qu'il y ait ce cheval de représenter. La corneille, l'anguille très très belle. La vache, pareil, j'adore cette représentation très belle. Elle me parle beaucoup avec l'abeille à côté. Enfin, c'est pas une abeille d'ailleurs, c'est plus un bourdon. Le loup, la tribu. C'est chouette qu'il y ait une carte tribu. Blessings. J'aime bien qu'il y ait une carte Blessings. Je vous en parlerai après dans celle-là. Mais j'aime bien et cette représentation elle est intéressante avec cette corne là qui déverse les bénédictions, donc la bataille, la victoire. Vous voyez, c'est très... Il a une teinte quand même très guerrière ce jeu. Ensuite, on a la paix. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait une carte avec la paix, parce que pareil, il y a une carte paix aussi dans cet oracle-là. Je préfère la représentation de cet oracle-là d'ailleurs, mais j'aime bien qu'il y ait cette carte. Le festin, le destin avec l'enchaînement de Cuchulainn à sa pierre, la chance, le bouclier, l'union, l'encouragement, je sais pas trop comment le traduire, mais là pour moi c'est très Baif dans l'énergie avec vraiment le feu, le pardon, les conséquences avec la représentation de la posture de grue dans l'hôtel d'Aderga. Donc là on a une représentation de Baif. La justice avec la malédiction des Hulat par Maca. J'aime bien cette carte. La mort, le serment, intéressant d'avoir cette carte aussi. Les offrandes et enfin le cycle avec les deux taureaux du Tanbokunye. Donc c'est voilà. Alors ce que j'aime bien quand même, c'est qu'il y a beaucoup de représentations très précises des mythes et je trouve que ça correspond beaucoup à l'intention de création de ce jeu, qui est de créer un outil, à mon avis, qui permet aussi de connaître. C'est-à-dire c'est un outil d'apprentissage, chose qui n'est pas du tout le cas dans l'autre oracle. Parce qu'en fait, là, vous avez des représentations quand même d'épisodes mythologiques très précis ou de dimensions très précises. Il y a une intention didactique dans ce jeu et c'est très bien. Mais d'un autre côté, je trouve qu'on y perd la dimension initiatique. Alors, c'est compliqué parce que ça va être très personnel, mais je trouve qu'il y a des représentations très figuratives et surtout dans le livret, on vous explique vraiment très bien les mythes, d'où ça vient, etc. Ce qui fait qu'il n'y a pas ce truc d'aller fouiller, d'aller chercher dans les mythes une explication de la carte. Et je trouve, et là ça va être vraiment très personnel, je trouve que énergétiquement, ce jeu il est plus éloigné de la façon dont moi je perçois la Morrigan que celui-ci. Pour autant, j'ai quand même au brassage des cartes une belle connexion avec la Grande Reine quand je brasse ce jeu. Et il répond bien. Voilà, je l'ai testé, il répond bien. Donc voilà, je pense que ça en fera un outil vraiment très très chouette pour les personnes qui sont sur un cheminement morriganien et qui ont un cheminement morriganien avec un focus quand même sur la voie guerrière. Je pense que ça, ce sera très bien vu. Alors que par contre, c'est le moment où je vais comparer un petit peu avec l'autre. Oula, attendez, je vous fais tomber. Alors, donc l'autre, il est comme ça. Donc déjà, les cartes sont beaucoup plus petites, mais bon, ça c'est, je veux dire, le détail technique. Mais donc dans cette représentation-là, dans ce jeu-là,
il va y avoir des représentations qui sont déjà historiquement beaucoup plus fiables, entre guillemets, c'est-à-dire que Morpheus Ravenna a fait des recherches archéologiques pour avoir des représentations de bâtiments, d'armes, qui sont les plus fidèles possibles à ce qui pouvait exister lors de l'âge de bronze en Irlande. Donc, moi, il y a quelque chose qui me plaît là-dedans. Si on prend par exemple les armes, vous voyez, quand on va dans un musée, par exemple, on va effectivement avoir plus facilement ce genre de lance que des lances comme ça très travaillées. Pour autant, moi ça me gêne pas, hein, ce côté celtisme-là qui a quand même une certaine cohérence aussi. On retrouve des bijoux, voilà, les boucliers, les entrelacs, mais je trouve qu'il y a voilà, il y a une démarche archéologique peut-être plus intéressante ici. Et comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus cryptique, beaucoup plus mystérieux, beaucoup moins figuratif. Et surtout, il n'y a pas de livret. Donc forcément, on va avoir tendance à être beaucoup plus dans le ressenti brut, dans l'intuitif. Et moi, ça me plaît davantage. Mais c'est aussi parce que, de mon côté, je pense que j'ai le background qui me permet de comprendre ce jeu davantage. Donc on a des cartes similaires, hein, vous voyez, la carte Jubilation, elle peut faire penser à la carte Victoire. On a aussi Owen Nagash qui est représenté ici. On a la laveuse du guet. Je vais mettre de côté quelques cartes pour faire un petit comparatif. Après, on a des cartes comme ça d'état. Par exemple, Stillness, Trahison, le héros. Qui, moi perso, me parle plus. Donc là, c'est pareil, on peut y voir l'Iafal. Donc la carte victoire aussi, je vais la mettre de côté. La carte de la paix, pareil, je vais la mettre de côté. En fait, dans ce jeu, on n'a pas de carte Maca, on n'a pas de carte Bive, on n'a pas de carte Washer of the Ford. On va avoir vraiment quelque chose de surplombant, de plus cryptique, de plus mystérieux, de plus initiatique, et qui correspond, à mon sens, davantage au visage prophétique de la Morrigan. Là, vous avez un visage guerrier très explicite, ici vous avez un visage plus cryptique, plus prophétique. Pareil, le bouclier, il y en a une autre. Et vous pouvez travailler avec, par exemple, les artefacts des Tuatha Dé Danann. Si vous avez cette carte, vous pouvez y faire référence. Mais le fait que ce soit juste le chaudron, ça peut aussi évoquer plein d'autres choses. Pareil pour l'épée. L'épée, ben là, vous avez juste une épée. Vous n'avez pas l'épée de Nuada. Ça veut pas dire que vous ne pouvez pas voir l'épée de Nuada dedans, mais ça ouvre vraiment, je trouve, au niveau prophétique. Il y a aussi une présence des trois royaumes dans le jeu de Morpheus Ravenna, qu'il n'y a pas ici, et ce que je trouve dommage. Donc voilà, c'est un jeu qui a aussi un côté énergétique. Moi, à titre perso, quand je le vois, il me connecte. Il me connecte vraiment à la signature énergétique de la Morrigan telle que moi je l'aperçois. Mais j'entends que c'est pas forcément le cas de tout le monde et que y a des personnes qui seront beaucoup plus en affinité avec, par exemple, cette carte. Donc voilà, si on fait quelques comparatifs, par exemple, ici on a les deux cartes de souveraineté. Et j'avoue que symboliquement, je trouve ça plus cohérent, effectivement, d'avoir cette corne et d'avoir le tertre, etc. Mais le tertre, il est aussi présent ici. Ici, je trouve qu'il y a une représentation du paysage irlandais aussi qui est beaucoup plus accurate, qui est beaucoup plus cohérente. On a vraiment l'impression d'être dans les tourbières ici. Donc voilà, moi je préfère vraiment cette représentation, mais celle-ci, elle a aussi un intérêt, elle est plus explicite, il y a des références symboliques beaucoup plus riches, mais celle-ci, voilà, moi, elle me laisse plus de place, en fait, pour mes projections, et au niveau énergétique, je préfère celle-ci.
Je vais faire une pause pour retrouver les cartes qui correspondent à celles que j'ai sélectionnées. Hop, donc allons-y. Alors voilà les deux tas mis côte à côte. Donc je vous laisse regarder et je pense qu'en fait l'intérêt ça va être vraiment pour vous de voir où est-ce que vous avez le plus de ressenti. Est-ce que vous avez plus de ressenti ici ou est-ce que vous avez plus de ressenti ici? Et sur ces deux cartes par exemple, moi je préfère celle-ci. Là je préfère vraiment celle-ci, même si j'aime cette ambiance là, cette météo, ce ciel gris blanc là. Mais c'est vrai que le personnage ici il est plus intéressant. En fait, je pense que si je conclue un petit peu, j'ai l'impression que dans le jeu de Naomi Cornock, il y a un vrai focus qui est mis sur les personnages, alors que chez Morpheus Ravenna, il y a un vrai focus qui est mis sur la terre, sur le territoire, euh, et sur les représentations symboliques et cryptiques autour des mythes. Donc ça va vraiment être une question de préférence, sur quoi vous allez avoir plus de facilité à vous connecter. Là, effectivement, c'est plus explicite, la question de la victoire. Il y a plus de richesse symbolique. Il y a le soleil, il y a une tête coupée, il y a les gens qui sont heureux derrière, il y a le sang par terre, il y a l'épée, le torque. Donc c'est en ça aussi où je vous disais, là par exemple, on a un bouclier qui est archéologiquement plus fiable que celui-ci. Là, on commence à rentrer vraiment dans, je trouve, des dimensions énergétiques beaucoup plus fortes avec celle-ci que celle-ci. Et vraiment ancré au niveau culturel, puisque la paix, au niveau de la culture irlandaise, ça va être beaucoup plus associé à la notion de ciel. Et ici, on a vraiment ce crépuscule, ce ciel de nectar, alors que ici, en fait, on a une représentation de la paix qui va beaucoup plus découler par une représentation d'abondance forestière, d'abondance animale, végétale, et une espèce aussi de matérialisation de la paix par le biais du corps. Or, pour moi, et là c'est vraiment mon avis, c'est que les dieux celtiques, et là je parle vraiment d'un point de vue pan-celtique, n'étaient pas vraiment représentés. Et donc, il y a quelque chose qui me plaît dans le travail de Morpheus Ravenna, qui est de suggérer des concepts en dehors de représentations anthropomorphiques. Et pour moi, c'est quelque chose qui va avoir un intérêt aussi par rapport au bain culturel. Même si, voilà, ça reste intéressant. On ne sait pas bien qui est ce personnage. Est-ce que c'est une prêtresse? Est-ce que c'est la déesse? Il y a quand même une petite suggestion ici de la paix du nectar avec l'abeille. Et alors cette carte, pour moi, c'est la plus frappante, hein. La carte Blessings, où encore une fois, je ressens vraiment, vraiment très fort ce que ça implique dans cette carte-là, et beaucoup moins ici. Parce que, encore une fois, c'est symbolisé par un être humain, ou en tout cas par une figure anthropomorphe, alors que ici, c'est juste dans les couleurs, dans l'ambiance. Et dans les représentations, je vous les montre aussi pour que vous puissiez voir, même si je vous ai déjà montré ces deux cartes ensemble. Donc il y a quand même des cartes qui sont très similaires, hein. Je veux dire, on va retrouver sur les 60 cartes de l'oracle de Morpheus, il y en a quand même un bon paquet qui peuvent être trouvées comme correspondance dans l'oracle de Naomi Cornock. Donc je pense que ça va être vraiment une affinité au niveau de l'image. Quelle est votre affinité avec les deux formes d'art? Est-ce que vous préférez voilà, quelque chose de l'ordre de la représentation très explicite ou au contraire, est-ce que vous préférez plutôt une représentation d'ambiance plus suggérée, plus cryptique? Je pense quand même que si vous êtes débutant, celui-ci sera intéressant parce qu'il y a un livret qui va avec, alors que celui-ci non. Donc celui-ci, il faut vraiment avoir des connaissances déjà bien installées pour le comprendre. Mais je trouve aussi que il a un côté intéressant et initiatique parce que plus on creuse ces cartes, plus on comprend aussi la Morrigan. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce comparatif et de cette présentation. J'espère que ça vous aura plu. Je suis en train de perdre ma voix, donc je vais vous laisser. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.